demandé d'animer la réunion d'aujourd'hui. J'ai été, comme cela vient d'être dit, plusieurs fois président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et on a eu comme ligne rouge de faire des auditions toujours publiques, collectives, contradictoires. On a eu l'occasion avec Patrice Noailles et Siméon ici présents de travailler sur l'innovation, de faire une journée sur le principe d'innovation versus le principe de précaution. Et notre ligne rouge, c'était à la fois d'avoir ces débats publics et d'intégrer des jeunes. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui viennent de la Sorbonne, qui viennent d'école, et on a toujours fait ça à l'Office. Car c'est finalement en confrontant les débats et en voyant qu'est-ce que pensent des générations des sujets qu'on traite qu'on arrive à traiter de cette question. Aujourd'hui, donc, on va avoir l'occasion, je ne vais pas être plus long, je salue Hervé Novelli, qui était mon collègue à l'Assemblée pendant de longues années et qui a occupé des fonctions ministérielles. Et on a eu l'occasion de traiter tous les sujets scientifiques, technologiques. Pour que la société puisse donner son avis sur un sujet, il faut l'évaluer. C'est compliqué, parce que certains sujets aujourd'hui sont au cœur de controverses. Et même si l'innovation, ça paraît comme quelque chose de positif, quand on arrive à la notion de progrès, qui n'est pas la même, Marc Gillet nous en parlera tout à l'heure, mais quand on arrive à parler d'innovation et de progrès, un certain nombre de gens récusent l'idée même du progrès parce qu'ils pensent que le progrès n'est pas partagé et parce que le progrès n'est pas maîtrisé. Donc on a ces questions qui sont des questions à traiter. D'abord, il faudra définir, mais Marc Gillet le fera peut-être, qu'est-ce que l'innovation. Dans le rapport que j'ai rendu avec Claude Biraud, j'avais indiqué l'innovation, c'est l'art d'intégrer le meilleur état des connaissances à un moment donné dans un produit ou un service, et ce, afin de répondre à un besoin exprimé par les citoyens et la société. Je ne sais pas si la définition est bonne, mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs types d'innovation, plusieurs formes d'innovation. Et aujourd'hui, et ça vient d'être indiqué, ce qu'on va essayer de faire pendant toute cette après-midi, c'est d'essayer de voir pourquoi globalement, dans un grand pays de recherche comme la France, pourquoi, si je regarde encore les statistiques de l'INSEAD que je viens de consulter avant de revenir ici, pourquoi on n'apparaît pas comme le pays le plus innovateur? Pourquoi dans les classements, il y a un décalage entre notre niveau de R&D et notre niveau d'innovation? Donc, c'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de financement, c'est des problèmes de millefeuille, c'est plein de problèmes. On va les aborder aujourd'hui et je vous remercie en tout cas d'être venus toutes et tous ici. Et pour cela, on a une introduction à 4 personnes. Je vais être le maître des horloges. On va faire les méthodes d'office, 5 minutes. 2 minutes pour ceux qui interviennent. Et je dirai au bout de 5 minutes qu'on a dépassé les temps, et parce que ça permet l'échange. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez, à un moment donné, échanger. Donc je vais donner la parole à l'organisateur de cette réunion aujourd'hui, que je remercie encore. On a travaillé Patrice Noailles et Léon, à Marc Gillet, à Hervé Novelli, et puis Philippe Tibi, professeur à l'école polytechnique, sera un peu en retard, et on lui donnera la parole quand il arrivera. Patrice, tu as la parole. Merci. Est-ce que ça marche bien? Oui. Oui, je suis le premier à parler. Voilà, comme ça doit être bon. Je suis le premier à parler, et donc je me suis mis le plus loin possible, avec le maximum d'ouverture dans l'angle de photo, et pour vous introduire ce sujet, à partir de 2 observations qui ont été 2 événements majeurs de la vie politique et intellectuelle du monde entier depuis 30 ans. Le premier, c'est la disparition en 1990 du modèle soviétique, avec comme conséquence l'écroulement de la philosophie marxiste. Donc on a d'un seul, en l'espace de 2-3 ans, perdu ce qui représentait un motif d'action de 1/3 de la population ou 1/4 de la population du monde. Et puis en 2015, il s'est passé un événement philosophique aussi important,
peut-être un peu plus discret, peut-être un peu plus lent, c'est la disparition de ce que j'appelle l'écologie technophobe. C'est-à-dire ce courant idéologique qui soumettait l'homme à la technique. Cette technique nous était alors présentée comme une sorte de monstre qui se développait de façon autonome, sans contrôle possible, entraînant l'humanité vers des dangers imprévisibles. En clôturant ces travaux à l'époque sur la décision d'une quasi-interdiction par la décision d'une quasi-interdiction du moteur thermique, la conférence de Paris sur le climat a apporté une démonstration au contraire, de la très grande maîtrise que l'homme, l'humanité, avait sur ces technologies, puisqu'elle était capable de décider, de changer. Le moteur thermique est en effet une technologie fondamentale de notre système technique, comme souvent on dit, et son retrait décidé par une instance politique internationale consacre complètement la primauté de l'homme sur la machine. Et ça veut dire qu'en l'espace de quelques heures, sans s'en rendre compte, les gens de la COP21 ont fait disparaître des radars des personnalités comme Jacques Ellul et bien d'autres qui avaient trouvé un accord sur la domination de la technique sur l'homme. La civilisation moderne, dans ces conditions, était une translation de la dépendance de l'homme à la nature par une dépendance de l'homme à la technique ou à son développement. La COP21 a définitivement éliminé cette éventualité. Dès lors, par contre, ça devient plus compliqué, toute l'humanité qui devient toute puissante par rapport à la nature, mais néanmoins désenchantée, c'est un autre paragraphe qu'il faudrait développer, mais qu'on ne le fera pas ce soir. Cette humanité devient responsable de tout et doit assumer cette responsabilité. Vaste programme dont nous n'avons pas imaginé les dimensions ni la complexité. Cette gouvernance de l'innovation reste à construire pratiquement totalement. Et cela donne un sens particulier à ce type de travail que nous allons faire, qui doit être compris comme un moyen d'améliorer à court terme les performances de notre économie, ça on comprend bien, mais c'est aussi à long terme une volonté de préparer la société innovante de demain. Tel est le cadre très général de notre action à ce jour, et qui va être précisé par les interventions qui me suivent de M. Gigé, qui reviendra vers 18h, et Noélie. Debout. Donc Marc Gigé, vous avez la parole. Marc Gigé est président de l'Institut européen des stratégies créatives et d'innovation. Et comme vous avez vu, Patrice a parlé de 3 minutes, il aura donc 8 minutes. Oui, c'est parce que j'ai quelques éléments à vous montrer, c'est juste pour ça. Donc, moi, je vous présente quelques éléments sur les grands enjeux actuels de l'innovation. Ça sort d'une vaste étude qui a été faite pendant 6 mois dans le monde entier sur la façon dont bougeaient actuellement les stratégies d'innovation depuis les GAFA, les grands groupes, les boîtes moyennes, l'économie sociale et solidaire, les nouvelles entreprises et l'État. Alors, qu'est-ce qui ressort? On va aller à l'essentiel. En fait, on a une mutation très forte des stratégies d'innovation pour une raison simple, c'est que le monde est en transformation rapide. On ne change pas pour changer, on change parce que le monde a changé. 5 mégatrends, je veux dire 5 grandes transitions, 5 risques majeurs, et donc des nouveaux défis. Alors, je ne vais pas les démontrer, je vous montre juste grande mégatrends, redistribution de la population mondiale et croissance dans certains pays et baisse en Europe, plus vieillissement, tout le monde va vers les villes, 90% du PNB dans les villes, les gros problèmes de gestion des villes, il n'y a pas besoin de faire un dessin, le réchauffement climatique, la mondialisation, on échange partout, et une évolution qui normalement est une solution, c'est-à-dire des transformations technologiques rapides, qui doivent permettre de résoudre ces problèmes, normalement, si on les utilise bien. Donc, des grandes transitions, alors la différence entre une trend et une transition, la transition c'est quelque chose qui est voulu. On décide une transition énergétique, par exemple, il faut se mettre d'accord, il faut mettre de l'argent, vous avez vu, ça se fait pas simplement.
Donc transition écologique, qui n'est pas qu'énergétique, transition donc énergétique en cours, vous avez vu les coûts et les responsabilités, aussi transition digitale qui est en plein cours actuel, et puis transition économique. On a mis du temps à acter, on le savait depuis longtemps au niveau des études qu'on avait des revenus stagnants à la baisse depuis maintenant 15 ans, voire 30 ans aux États-Unis, pour 90% de la population. Donc nécessité d'avoir des produits accessibles. Et puis transition dite humaniste. C'est recentrage de l'évolution sur l'homme plus que sur la techno. On a eu beaucoup d'innovations technocentrées. Et en plus, on a des risques qui ne sont pas du tout partis. La crise financière n'est pas terminée. Elle est annihilée parce qu'on jette des gros d'argent avec intérêt zéro, mais on sait que ça peut revenir, on craint que ça revienne. Cybercriminalité, on met tout sur le web, tout sur le digital, mais ça n'est pas quelque chose qui est complètement sûr. Au contraire, on a monté des risques. Des conflits, on retrouve des conflits ouverts, qui est toujours un risque. Terrorisme, pas besoin de vous faire un dessin. Et puis, donc, protectionnisme. Monter des protectionnistes, venant notamment du plus grand pays du monde, chacun se replie sur son domaine. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas déjà ça. Donc, pour les entreprises, pour les organisations, l'innovation devient un enjeu stratégique majeur. Pourquoi? On dit la seule solution pour s'en sortir, c'est d'innover. En France, on va payer moins cher que les Indiens, moins cher que les Chinois, et on ne représente que 0,78% de la population mondiale. C'est-à-dire que 99,3% du problème est ailleurs. Comme la population stagne à la baisse et vieillit, il faut impérativement aller sur l'international. Donc, des attentes considérables, avec une déception. L'innovation ne délivre pas des solutions à tout. Le digital ne vide pas les poubelles, il ne transporte pas les gens, donc il y a besoin d'innovation proche des gens. Et puis, 7 grands enjeux. Alors, 7 grands défis, je vous les mets un seul par défi, puis on en restera là, que l'on a observé. Alors, stratégie intégrée d'innovation, ce qui est frappant, c'est que toutes les grandes directions dans les entreprises, direction financière, achat, RH, tout ce que vous voulez, marketing, techno, ont mis comme priorité pour les 3 ans à venir l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut coopérer entre les grandes fonctions d'entreprise, développement durable, prix, marketing, technologie, etc. Ce n'est pas une petite affaire, mais une petite direction inno. Moitié des grands groupes ont intégré direction innovation, direction stratégie et direction business développement, incluant développement durable. Et donc, on va monter l'innovation comme un élément clé de la stratégie, puisqu'on va faire un peu mieux que les autres, un peu sur l'ensemble. Deuxième point, innovation globale. Je vous ai dit, le monde est un peu plus protectionniste, ça pourrait durer, on passe ce qu'on appelle make in, on fait quelque part, on détruise, on fait avec. La seule façon de contrer le protectionnisme, c'est d'avoir des produits coopératifs, comme on voit pour Airbus ou gros. Aucun Airbus ne peut voler sans pièce américaine, aucun avion américain ne peut voler sans pièce européenne, du coup, on n'a pas de protectionnisme sur les avions. Et donc, évolution constatée de coopérer au niveau international, ce qui oblige à retourner à l'international, s'ouvrir à la culture des autres. Autre point, innovation tous ensemble. En fait, la seule façon de faire bouger l'innovation, c'est d'y associer tous les gens dans les organisations, les entreprises. Ce qu'on appelle l'innovation totale, comme on avait qualité totale. Et les études les plus approfondies montrent que pour garder l'implication des gens, ce qui les motive le plus, c'est d'être associé à un projet d'innovation collaboratif qui a du sens pour le futur. Auquel cas, on évite le phénomène de désengagement. Par ailleurs, innovation plus humaniste. Alors là, c'est une alerte qui est depuis longtemps, on évoquait, les gens veulent du progrès plus que de l'innovation. Ils ne veulent pas que ce soit nouveau, ils veulent que ce soit mieux, moins cher, plus beau, moins dangereux, plus efficace, moins coûteux, consommant moins, etc. Donc il faut qu'il y ait un plus. La nouveauté en soi ne suffit pas, et que ça réponde aux attentes profondes des individus. Leurs souhaits, leurs attentes, leurs envies, leurs idéaux. L'Europe a toujours eu cette image dans le passé, depuis la Renaissance, d'innovation humaniste. Innover, la définition qu'ont donnée les grands philosophes de la Renaissance, ça améliorait la condition humaine, ça améliorait la relation entre les gens, ça améliorait la vie dans la cité, et ça améliorait la relation à la nature. Donc on revient aux fondamentaux de l'innovation. Innovation inclusive, alors il n'y a pas besoin de faire un dessin sur le contexte actuel, les indicateurs étaient au rouge maintenant depuis une quinzaine d'années, à savoir que les gens se sentent isolés. 40% des Français ont des problèmes de fin de mois, puisque c'est le thème, et le pouvoir d'achat a baissé, et donc inclusif, c'est que ça touche tout le monde. Et on se rappelle que quand on a mis au courant, c'était pour toutes les maisons, pas une maison sur 2, quand on a mis l'électricité, c'était toutes les maisons, pas une maison sur 3, quand on a fait l'éducation pour les enfants, c'était tous les enfants, un enfant par-ci, par-là. Et quand on vaccinait, c'était tout le monde. Donc on revient au fait que l'innovation, le progrès de l'utilité est partagé par tous,
C'est Aristote qui nous avait dit ça, il avait vu. Sinon, on risque d'exploser la société. Aujourd'hui, on voit un progrès qui n'avait bénéficié qu'à 10% de la population, et donc la nécessité d'inclure tout le monde. Accélération de la transition digitale. Alors, la transition digitale, c'est très bien, ça peut permettre de résoudre pas mal de choses, ça permet de mesurer plein de choses, mais il faut que ce soit vraiment maîtrisé. La plupart des gens craignent que le big data, c'est soit Big Brother, que les données, ça peut plutôt à leur prendre pour envoyer de la pub, plutôt qu'à les aider réellement. Donc, problème de pilotage. Quand Cédric Villani fait son rapport sur l'intelligence artificielle, il intitule « Quel sens donner à l'intelligence artificielle ?» C'est pas quelque chose de difficile à régler, savoir ce que l'on en fait. Et puis, co-conception, alors ça c'est une évolution très très forte, assez nouvelle, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent être associés à la définition de ce qui les concerne. Comme ils disent, quelque chose qui est destiné, qui est conçu sans moi, n'est pas fait pour moi. Et on va monter les associations d'utilisateurs, tout le monde en fait, les réseaux y aident beaucoup, qui conçoivent. On anticipe au niveau sociologique que l'horizon 2030-2035, un quart des produits seront conçus directement par les gens. Par leurs associations, par les agriculteurs pour les agriculteurs, par les femmes pour les femmes, etc. C'est l'explosion de ce qu'on appelle les produits conçus par des pilotes pour des pilotes, par des jeunes pour des jeunes, par des vieux pour des vieux, par qui vous voulez, pour qui vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas à une élite le droit de concevoir pour ce qui nous concerne. On tient à y être impliqué, associé. Voilà. Donc, c'était très rapide, mais on va demander de faire sur 8 minutes. Vous pourrez consulter l'étude complète, bien plus approfondie et démontrée. Elle sera en libre accès gratuit sur le net dans une dizaine de jours. Voilà, c'était juste pour ouvrir un petit peu le débat. Merci. Merci pour cette présentation de l'innovation. Et je crois qu'il était très intéressant. Je donne tout de suite la parole à Hervé Novelli qui va nous parler des conditions d'innovation. Est-ce que ça doit être un système étatique ou est-ce qu'on doit plus fonder sur l'entrepreneuriat? Merci Monsieur le Président, cher Jean-Yves Lebeau. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est une gageure qu'en quelques minutes de dresser un tableau de ce que doit être l'innovation, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Je vais pour ma part plutôt me livrer à quelques réflexions et faire un certain nombre de propositions pour ouvrir les débats qui vont tourner autour du financement et de la gouvernance. D'abord, une première réflexion, c'est celle qui m'avait guidé lorsque je suis rentré au gouvernement, c'est que, et ça l'est encore plus, et après l'exposé qui vient d'être fait, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. L'innovation, c'est aujourd'hui certainement la clé la plus importante de la croissance économique. On avait toujours tendance à penser que le capital et le travail combinés, plus un peu d'innovation, cela faisait de la croissance économique. Aujourd'hui, dans les pays développés, les pays, y compris les pays en croissance, le capital et le travail ne sont plus les variables distinctives pour faire beaucoup plus de croissance. C'est ma conviction et aujourd'hui on s'interroge sur le ralentissement de la productivité et bien tout simplement sur le ralentissement de la productivité, il est lié à un niveau, à un coût du capital et un coût du travail qui peu ou prou tendent, sauf peut-être pour certains pays, tendent à venir et à devenir quasi identiques. Et dès lors, la variable clé, la variable distinctive, celle qui va créer la croissance, c'est l'innovation. C'est ce qui m'a guidé lorsque je suis rentré au gouvernement et pourquoi je fais ce rappel immodeste, et vous me le pardonnerez, c'est parce que j'avais cette conviction qu'en détaxant les innovations à travers les dépenses de recherche et de développement des entreprises, on donnait un coup de fouet à cette innovation. Et j'étais passé par les dépenses et le niveau des dépenses de recherche et de développement pour créer cette incitation à innover. C'est la naissance du crédit impôt recherche, nouvelle manière, puisqu'il existait bien sûr avant moi, il était complexe et mon apport a été essentiellement
de le simplifier et de donner une incitation fiscale importante, 30 voire 40% pour la première année, pour toutes les dépenses de recherche et de développement dans les entreprises. À vrai dire, très naïvement, j'avais pensé qu'on pouvait faire de la détaxation totale. Lorsque je suis arrivé à Bercy, ça s'est transformé en 30%. J'appelais ça le crédit d'impôt recherche intégral. Il en est resté malgré tout une détaxation à 30%. Mais cela ne résout pas le problème, et tout ce qui a été dit le montre. Il faut créer un climat au-delà de ce soutien en matière de dépenses de recherche et de développement, un climat favorable à l'innovation. Et on a plutôt tendance, et ce sera une de mes premières réflexions, à complexifier les circuits d'innovation plutôt qu'à les simplifier. Je m'interroge sur la création, il y a quelques années, d'un crédit d'impôt à l'innovation qui vient se superposer ou s'additionner, comme on veut, avec ce crédit d'impôt recherche. Et je pense qu'un crédit d'impôt recherche et innovation serait certainement la meilleure des choses et ça permettrait d'égaliser les taux et de simplifier. Alors, la deuxième réflexion, c'est le lien entre recherche publique et recherche privée. Là aussi, on a besoin de simplification. Le lien université, laboratoire, grands organismes de recherche, CNRS, ANR, et les entreprises, tout cela suscite un certain nombre de dispositions, j'allais dire une pléthore de dispositions, et ça pose le problème de la gouvernance de l'innovation, et je crois que c'est un des sujets que vous avez traité, que nous allons traiter aujourd'hui. Il est urgent d'identifier une gouvernance, et ça ne peut pas être, c'est ma conviction, une gouvernance strictement publique, strictement étatique. L'innovation, c'est vraiment de la coopération publique-privée, du partenariat public-privé. Un troisième sujet de réflexion, c'est la protection de cette innovation. Parce que ça ne sert à rien de mettre en place des dispositifs destinés à la favoriser si on ne permet pas à ceux qui innovent eh bien, de pouvoir bénéficier de droits de propriété sur leur innovation. Et je voulais, à ce propos, et avec un petit clin d'œil, au moment où chacun juge que